Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Salut c'est nos ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui arrive au terme de sa balade à bord de la grande et vaste diligence du western. Après les grands anciens et l'âge d'or des 60s et 70s, on part là tout de suite en chasse des résurgences modernes et contemporaines de la figure ancestrale du cow-boy, résurgence qui continue de nous arriver encore régulièrement sur tous les écrans, ciné, télé et même jeux vidéo, n'est-ce pas? Et dont on va lister quelques marqueurs importants avec un quatuor d'authentiques impitoyables. Rafik Djoumi, salut Rafik. Salut. David Honora, salut David. Salut Thomas. Stéphane Moïsaki, salut Stéphane. Salut Thomas. Et Perrine Kenson, salut Perrine. Salut Thomas. C'est nos ciné, troisième et dernier volet de notre spécial western et c'est parti. George, je l'ai connu au temps du Texas. Il était encore cow-boy. Alors ça va ressembler un petit peu au début de l'épisode précédent, mais peut-être qu'on peut commencer par un petit état des lieux du western au sortir de la période spaghetti. C'est un peu le désert, sans mauvais jeu de mots. Oui, David, tu lèves le doigt. Monsieur. Oui, monsieur. Oui. Non, mais allez-y, en fait, mon garçon. j'aurais bien fait la transition en parlant d'un truc qui se passe qui commence à vraiment préoccuper les Américains dans les années 70, et en tout cas le cinéma américain, c'est la question des Indiens, Oui. qui commence à susciter pas mal d'interrogations, notamment sur une représentation potentiellement problématique à l'époque du western classique. Et il y a un certain nombre de choses, dont un film qu'on a cité dans une des émissions précédentes, Little Big Man d'Arthur Penn, qui sort en 1970 avec Dustin Hoffman et qui raconte en fait le massacre, le génocide des Native Americans à l'époque. Sous un point de vue indien, en fait, d'un blanc, mais qui fait partie des Indiens, parce qu'on avait eu Soldat Bleu avant, au niveau du génocide indien. Et du coup, il y a au cours des décennies qui vont venir, la question en fait des Indiens peut expliquer un recul du western dans sa forme explicite, c'est-à-dire avec des cow-boys, des saloons, etc. Et un certain nombre de choses se passent à Hollywood. En 73, il y a Marlon Brando qui envoie justement une descendante d'une tribu indienne récupérer son Oscar pour Le Parrain, en protestant contre la manière dont Hollywood a traité la question, et tout ça va aller jusqu'à Danse avec les loups de Kevin Costner en 90, qui est encore une fois une incarnation de la white guilt vis-à-vis de ce sujet, et qu'on retrouve même dans des réflexions de cinéastes très récemment, comme les sorties qu'a pu avoir Tarantino à propos du cinéma de John Ford sur la question des Indiens. Voilà, c'est quelque chose qui marque en fait un tournant important au début des années 70 et qui va pendant je dirais deux bonnes décennies en fait mettre en recul le western, et le western va finalement réapparaître, on en a déjà parlé un peu à la fin de l'émission précédente, sous des atours différents, c'est-à-dire qu'on va avoir des films de Carpenter qui sont clairement des revisitations du western dans des décors et des univers complètement différents. On va avoir des thrillers qui reprennent des codes du western, des films, notamment le cinéma des frères Cohen, qui, dès leur début, même quand ils ne font pas explicitement des westerns, empruntent clairement au genre. Et du coup, on a tout un univers très, très large du cinéma américain qui est traversé par la question du western sans le travailler forcément explicitement, jusqu'à ce que finalement, à partir, je dirais à peu près des années 90, même si Clint Eastwood avait fait lui-même dès les années 70 son propre western avec Josie Wales. Avant, il a fait L'homme de haute plaine. L'homme de haute plaine. Mais Josie Wales avait été un énorme carton. C'était un des deux plus gros cartons de l'année quand il est sorti. Et ensuite, voilà, le western, finalement, récemment, et c'est une des raisons pour lesquelles on en parle, refait son retour sous des formes très diverses. Perrine. Aussi parler, c'est sûr que pour parler de résurgence du western, le retour du western, c'est parler évidemment, comme vient de le faire aussi David, c'est parler du déclin. Et pourquoi il y a ce déclin? Et il y a le déclin, donc ce que tu disais évidemment avec la figure de l'Indien, où d'un seul coup on se pose des questions sur au fait on les a peut-être pas très bien traités pendant assez longtemps. Mais il y a aussi donc dans les années 70, c'est la fin de la guerre du Vietnam.
Et c'est un vrai problème en fait aussi aux États-Unis, c'est-à-dire que le western, comme on l'avait dit dans la première mission aussi, c'est que encore une fois, c'est le mythe d'une nation qui se construit. Donc comment on crée une nation, comment on crée un mythe, etc. Et là, on arrive avec cette guerre du Vietnam où d'un seul coup, les États-Unis, en conquérant d'une certaine façon, vont envahir carrément un autre pays, vont imposer leurs lois à un autre pays, et vont s'éclater la gueule là-bas. Et en fait, il y a un vrai retour de bâton par rapport à ça, c'est-à-dire oui, d'accord, on était une nation en construction, mais dans les années 70, on n'est clairement plus une nation en construction. Ça y est, on est construit en fait. On n'est plus ce pays en formation, on n'est plus ce pays conquérant sur son propre territoire. On est un pays qui a son propre territoire, qui a sa propre domination. Donc qu'est-ce qu'on va aller emmerder les autres en fait? Donc il y a à un moment donné un retour de bâton par rapport à ça. Et le western qui marque, en tout cas le western un peu traditionnel, qui marque cette idée de conquête, ne va plus avec la mentalité des années 70 où d'un seul coup, non, en fait, la conquête, faut la calmer un petit peu. Il faut se calmer. On est trop violent, on est trop conquérant, on veut trop transformer à notre image. Et maintenant, on n'a même plus besoin de le faire. On existe, on est fort, on est puissant. Donc, on n'a plus besoin de le faire en réalité. Donc, il y a aussi ça, c'est-à-dire que l'image traditionnelle du western, encore une fois dans ce mythe, ne peut plus marcher avec l'époque. Clairement plus. C'est fini. Le succès énorme d'un José Wells, d'ailleurs, repose cette question-là, puisque basiquement, on pourrait résumer le film comme un apprentissage de la non-violence, enfin en tout cas des autres voies que celle de la violence, puisque donc le personnage de José Wells sort de la guerre civile, ne connaît que ça, et passe son temps à affronter des forces antagonistes, dont des Indiens, mais pas seulement, et on le voit au fur et à mesure voir le cycle de destruction perpétuelle que ça génère, quoi. Et donc c'est marrant, le climax du film, le climax émotionnel, c'est celui d'un refus, en fait, du refus du combat. Et c'est que ça pouvait pas effectivement se faire en dehors des années 70, quoi. Stéphane. Mais ça, c'est un peu le truc aussi d'Eastwood, c'est-à-dire de se remettre. Comme il a une espèce de logique extrêmement individualiste et très prononcée, et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles c'est aussi une des plus grandes stars de l'histoire du cinéma, c'est qu'en fait, il en a fait qu'à sa tête, et il a fait les films qu'il voulait faire quand il a pu les faire et au moment où il pouvait les faire. Il a créé, en fait, il a un studio au sein d'un studio. Eastwood, c'est une des rares stars en fait qui avait ça à l'époque, en fait, avec Malpasso et Warner, et ça l'empêchait pas d'aller faire des films avec Universal, d'aller faire des trucs comme ça. Et du coup, je pense que cette notion qu'il a de se mettre en porte-à-faux du reste de la production, c'est aussi ce qui lui a permis en fait d'évoluer dans sa carrière, même au moment où ça allait pas. Alors, effectivement, un film comme Josué, c'était un énorme carton, mais déjà lui-même à l'époque, en fait, quand tu réfléchis finalement à la plupart de ses films, je dis la plupart, en tout cas ceux où il est l'interprète principal, c'était tous des westerns en fait. Déjà, je veux dire, que ce soit L'épreuve de force, ça c'est pas lui qui l'a réalisé, mais par exemple L'épreuve de force c'est un western, mais même moi je vais aller même encore plus loin. Pour moi, en tout cas dans l'imagerie et dans ce que ça convoque, même un film comme Sur la route de Madison, il y a clairement des éléments de western en fait dans le film. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que c'est aussi une des seules figures de cette époque-là qui en fait cartonnait, y compris, enfin, par exemple, je veux dire, des films comme Broccoli ou des films comme Monkey Tonk Man, c'est pareil en fait, c'est des drames, c'est des westerns, c'est des comédies bucoliques, mais avec ce fond-là, et en fait je pense qu'il touchait littéralement à l'Amérique du Milieu, et l'Amérique du Milieu c'est celle qui s'est pris la guerre du Vietnam en pleine gueule aussi à la base, hein. C'est tous les vétérans qui sont revenus, tous les gens, et qui avaient besoin en fait à un moment donné qu'on les adresse, qu'on parle d'eux en fait dans ce cinéma américain, avec certaines limites. C'est-à-dire un mec comme Eastwood, il connaît son public, il le comprend mieux que personne, mais je pense qu'il comprend tout simplement la mentalité du pays. C'est pas un hasard s'il a régulièrement répété que le jazz et le western étaient les deux seuls arts vraiment américains, avec des limites, parce que à côté de ça, tu as des réalisateurs qui vont être promus par le peuple américain lorsque justement ils reviennent sur le traumatisme vietnamien, comme avec Voyage au bout de l'enfer, mais lorsqu'ils s'attaquent au western avec comme but de faire une forme de révisionnisme sur les fondements de la mythologie américaine, comme La Porte du Paradis, ça donne le plus gros échec de l'histoire du cinéma. Donc années 70 je veux bien, mais à un moment donné ça peut pas passer, quoi. Il y a des choses auxquelles on ne touche pas d'une certaine façon. Mais de toute façon, dans l'anecdote que citait justement David tout à l'heure sur les Oscars et sur la
façon dont ça a été perçu à Hollywood, le fait que Brando envoie une indienne pour récupérer le truc, je crois que c'est Eastwood qui est passé juste derrière et qui s'est foutu de la gueule de la situation, quoi. Donc c'est te dire que le type il a encore une fois, mais moi j'accorde vraiment ça à son aspect individualiste, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va se poser des questions sur le récit même de son propre film, et je pense que ça a pu entre guillemets lui jouer des tours, mais en même temps c'est son individualité, c'est sa personnalité qui en fait presque pour moi un genre de western presque à part, en fait, même si ça s'inscrit dans ce que Léon a pu lui apporter à la base et créer en fait lui en tant qu'icône. Il l'a totalement cassé ça au fur et à mesure. Bon, j'avance peut-être un peu trop loin, mais Impitoyable, il a attendu en fait d'avoir l'âge, il avait le scénar depuis 10 ans en main, il a attendu d'avoir le bon âge en fait et d'avoir la bonne représentation, d'avoir fait quelques autres westerns pour dire bon, celui-là c'est le dernier. Et en fait, c'est même pas je vais tout mettre dedans, c'est que je vais te dire ce que j'ai à dire en fait sur ce que c'est censé représenter, quoi. Bah, parlons-en justement d'un Avant d'arriver à Impitoyable, il y a quand même un titre qu'on pourrait facilement oublier, alors que ça a été un carton monumental, vraiment monumental, c'est Le shérif est en prison de Mel Brooks, bien sûr. Qui Blazing voilà, Saddle. on parlait de postmodernisme dans l'émission précédente. Là, on arrive effectivement au moment où les codes ont été tellement ingérés par tous les publics, quels qu'ils soient, et surtout déjà critiqués violemment pour pouvoir donner lieu à une parodie officielle, quoi, où tous les codes du western sont passés à la moulinette de Marlène Dietrich en prostituée dans ce numéro magnifique bon bref, avec en plus le discours racial par dessus pour rappeler sur quoi l'Amérique avait un problème au moment où le film se faisait. On sortait à peine de la lutte des droits civiques, quoi. Et là c'est la logique de Mel Brooks, hein, pour le coup, parce que c'est quelque chose, même à travers les genres de cinéma en fait, il a traité l'histoire, il a fait tout un tas de films, de détournements en fait, et ça a toujours été son avant même les As, avant tout ça en fait, ça a toujours été son credo en fait, voilà. Mais pour revenir à Impitoyable, il y a Je note quand même qu'on n'a pas parlé de Pale Rider, qui est un de mes films préférés, donc je suis un peu triste. Pale Rider, en fait, c'est un film sur lequel je suis assez. Moi, j'aime beaucoup le film en soi, mais c'est un film sur lequel je suis un peu ambivalent parce que j'ai toujours vu ça comme un miroir de L'Homme des Hautes Plaines, et j'ai toujours probablement parce que j'ai découvert L'Homme des Hautes Plaines avant, j'ai toujours préféré L'Homme des Hautes Plaines aussi, quoi. Ceci étant dit, je trouve qu'il prononce un peu plus l'aspect fantastique dans Pale Rider et l'aspect christique, enfin presque, je sais pas moi, tu vois, voilà, qui voilà, la logique d'ange de la vengeance en fait, qui a été construit. Après, je sais que ça fait partie des films où, c'est un film qui, moi, je trouvais énormément plaisant à voir. Mais que je blasphème, je sais, mais que j'ai du mal en fait à inscrire comme l'un des plus grands films de Clint Eastwood. Après, pour le coup, c'est un vrai point de vue. Tu préfères quand il joue dans Dudu Redin? Non, mais même si c'est un western en sa manière, tu vois. Il y a un truc aussi peut-être important qui se met en place justement dans les années 70 au niveau purement commercial, c'est-à-dire qu'on considère d'emblée que le genre n'est plus un genre commercial, que c'est plus la peine de faire des westerns, et on rentre dans une période où ça va être des désirs de diva, quoi, c'est-à-dire des désirs de réalisateurs de faire des westerns, et c'est les artistes qui vont pousser les studios à en faire contre l'avis des studios. Ce qu'a prédit Spielberg pour les films de super-héros. Voilà, on aura pratiquement plus, ou alors très rarement, de tentatives de revenir au genre par des petits malins, bon, les Italiens vont en faire, de la petite production. On va tenter dans les années 80 de faire du teen movie western avec les Young Guns qui vont débouler. Tenter de moderniser le genre par des procédés complètement artificiels, je sais pas, Time Rider, où on va mettre une motocross dans le mec qui remonte le temps dans le western, bon, bref. Et même Retour à le futur, la saga n'échappera pas un petit peu à cette tentative de rajeunissement du genre. De la part du réalisateur, c'était j'avais envie de faire un western. Enfin, clairement, après il y avait une idée on remonte le temps, donc évidemment revenir aux origines de l'Amérique, d'une certaine façon, il y a une logique derrière tout ça qui est pas absurde, mais la part et un certain jeu cinéphilique avec Marty qui se fait appeler Clint Eastwood. Oui, complètement. Ça, il voulait, mais en fait, clairement, Zemeckis, ce qu'il voulait, c'était faire son western. Et c'est là que je rejoins un petit peu ton côté diva de la chose. C'est-à-dire qu'en soi, il n'est pas complètement à côté de la plaque dans le désir de le faire, mais ça part avant toute chose d'une idée de moi j'ai envie de faire mon western. Et là, John Carpenter, qu'on a régulièrement cité, on est l'exemple typique, puisqu'il a toujours voulu en faire. Enfin, c'était évidemment, et il a jamais eu l'opportunité, parce qu'il a jamais eu assez de pouvoir pour pouvoir se permettre de faire un western. Et effectivement, il y a plein de grands réalisateurs de cette époque qui sont
très très clairement complètement influencés par le western. Que ce soit Scorsese ou Spielberg, qui en fait ont passé leur carrière à tourner autour et à faire. Enfin voilà, le personnage d'Indy à contre-jour, c'est du western. Tout à l'heure, j'y pensais quand tu as cité la charge héroïque dans l'émission, dans la première émission, l'ouverture de Rencontre du troisième type dans le désert. Voilà, même Cheval de guerre. Dans le soldat Ryan, il reprend cette imagerie quand elle reçoit justement les lettres qui annoncent que ses fils sont morts. Enfin, il y a tout un tas de trucs comme ça. Mais bon, ici, John Ford en permanence. Scorsese, qui est un cinéaste extrêmement cinéphile, qui a contribué à la restauration, à la mise en avant d'énormément de westerns. Notamment du cinéma italien, très très fortement. Scorsese. Exactement, et pour le coup, finalement, autant il a développé à fond un autre genre classique du cinéma américain qui est les films de gangsters, il est resté toujours en marge du western et probablement... Enfin, pour des raisons. Mais oui, après, il faut ruser, quoi. De Palma, il se permet une séquence au Canada dans Les Incorruptibles pour faire sa petite séquence westernienne. Mais voilà, mais c'est vrai que c'est intéressant de se dire que dès les années 70, c'est plus un genre qui est considéré comme rentable, sauf dans des circuits de série B. On est revenu aux années 30, en fait, où le western était un genre de série B au début des années 30. Et sauf peut-être avec Clint Eastwood dans l'affaire. Mais justement, parce que les Italiens, à l'époque, on l'a complètement oublié, hein, mais on avait des trucs comme Western 3D qui était sorti quand même, qui était un western en 3D fait par nos amis Rital, donc parce qu'il restait encore 2-3 figurants à Almeria qui est sous-payé à exploiter, mais le Time Rider, je crois, a été fait à peu près dans la même époque, donc il y a eu une forme de tentative d'exploitation, mais c'était des tout petits budgets, quoi. Ceci dit, t'avais quand même quelques cinéastes qui essayaient, hein. T'avais déjà Costner, avant même de faire Danser avec les loups, il était quand même dans Silverado, et c'est quelque chose qu'il a toujours plus ou moins prononcé. T'as t'en as toujours eu en fait un ou deux qui avaient, en plus c'était plus ou moins des cartons, hein. Young Guns, ça avait marché, c'est ça qui est le plus hallucinant. Il y a quand même une suite, hein, avec la musique de Bon Jovi et tout, quoi. Donc et je crois que même Bon Jovi est dedans. Je crois qu'il joue dedans. Mais l'idée, en fait, moi, pour avoir vécu la sortie de Impitoyable et avoir vu... On y revient. Non, mais pour avoir vu comment en fait le film a été répercuté, enfin comment il a été pris aux États-Unis, comment il a été pris en France. Et là, je parle vraiment de succès public. Je trouvais que le succès du film est proprement miraculeux aux États-Unis. J'ai trouvé ça hallucinant, mais j'avais pas forcément à l'époque le recul pour comprendre que, et avoir les références cinéphiliques, on va dire, pour comprendre que c'est même pas seulement une question de déconstruction de l'Ouest, en fait. C'est vraiment une question, en fait, de questionner les fondements de la mythologie de l'Ouest à travers même dans le récit, c'est-à-dire à travers ce personnage de Saul Rubinek, en fait, qui est l'écrivain, en fait, qui va passer d'une légende à l'autre pour essayer de raconter ce récit, qui était un truc, on n'en a pas parlé forcément dans la première émission, mais avant même le western cinématographique, le western était littéraire aussi. Il s'écrivait, il y avait beaucoup de petits magazines, des Penny Dreadful, des trucs comme ça. Il fait que c'était suivi. C'est d'ailleurs une référence qu'on voit dans Buster Scruggs des Frank Cohen, où il joue beaucoup sur cette notion-là. Et du coup, en fait, avoir quelqu'un comme Clint Eastwood qui représente une légende de l'Ouest, en tout cas dans les années 90, il avait 62 ans quand il a fait le film, 61 ans. Il a attendu cet âge-là en fait pour le jouer. Il a attendu d'être vieillissant et de parler de cette vieillesse et de à la fois de sa vieillesse à lui, la vieillesse du genre. Et en plus, ce qui est formidable, c'est que le film, il est en plus, dédié, alors là c'est contextuel parce qu'ils sont morts en fait à ce moment-là, mais c'est dédié à Sergio Leone et à Don Siegel, quoi. Oui. Et dont on a parlé dans les précédentes émissions pour dire à quel point ils avaient quand même aussi une influence dans les codes du western. Ce qui est incroyable en fait, c'est de voir cette personnalité, ce type qui dit je ne suis plus ce tueur. Je suis plus cette personne. Je ne suis plus cette personne. Et en fait, le contexte même, l'idée, les choses qui se passent, en fait, tout ce qui se passe autour de lui, le ramène à être fondamentalement ce tueur de sang-froid, en fait. C'est le film miroir de José Wells, en fait. Oui. Impitoyable. Et de dire, en gros, c'était ça, cette époque-là, c'était ça, ce truc, et en fait, limite de le montrer comme un drame, en fait. Plus que même une vraie reconstitution, un vrai drame et un vrai. Et qui a su capturer, encore une fois, l'esprit de son pays à une époque donnée, parce que Impitoyable est sorti après l'affaire Rodney King, et ça a été vraiment. C'est arrivé au bon moment, quoi. C'est ça qui est intéressant avec
avec le western aussi, parce que là on a parlé aussi pas mal de films qui étaient inspirés par le western, ou des gens qui ont fait des tentatives, genre une scène dans un film ou qui tournent autour, mais il y a quand même toujours depuis les années 70, mais particulièrement depuis les années 80, 90, 2010, quelques films, des westerns purs et durs qui ne se cachent pas d'être des westerns, qui reviennent. Et donc à chaque fois qu'il y en a un qui marche, on dit ça y est, c'est le retour du western. Dès qu'il y en a un qui se plante, on dit c'est vraiment la fin du western. Donc il y a vraiment quelque chose comme ça. Mais ce que disait, c'est quelque chose qu'a dit Tarantino, je crois. Il disait si on veut savoir comment va une époque, il faut regarder les westerns qui sortent à cette période. Parce qu'en fait, le western justement devient une valeur d'ajustement aussi, de dire comment on utilise le mythe, comment on réutilise le mythe, comment on le manipule. Et ben on dit quelque chose de la société qui se passe en ce moment. C'est-à-dire que comme les États-Unis s'inventent, se réinventent, se tournent, se retournent en permanence, on peut jouer aussi avec sa mythologie. Et donc la mythologie veut dire quelque chose du pays. Et je pense à un film, alors pour le coup, qui n'est pas américain, mais qui clairement a vraiment quelque chose de très américain, c'est The Rover, qui était sorti, je ne sais pas si vous vous souvenez de The Rover, qui est sorti il y a quelques... Sorti en 2014, ouais. Guy Pearce. Guy Pearce et Robert Pattinson. C'est un film australien. Un film australien, voilà. Et on est dans un David Michaud. Voilà, David Michaud. Et on est dans un western post-apocalyptique, d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'on revient dans le western. Pourquoi ? Parce que on a les grands espaces, les personnages doivent se déplacer, ils sont dans une violence permanente, ils sont dans une reconquête de leur environnement, une reconquête de qui ils sont, et on doit affronter les autres et la nature à un moment donné. Et donc, il y a tous les codes du western, et c'est-à-dire que c'est encore le héros solitaire qui est je crois que c'est Guy Pearce dans le lot, donc le héros solitaire qui ne tient qu'à une seule chose, c'est sa voiture. Et pourquoi ? Parce que pourquoi rien d'autre en fait, c'est-à-dire que c'est ce souvenir du temps d'avant de quelque chose. Et en fait finalement, qu'est-ce qu'il est en train de nous raconter, ce western-là ? C'est d'un seul coup de dire, qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle ? Le monde va pas très bien, on s'inquiète des changements climatiques, on s'inquiète des récessions économiques, on s'inquiète du terrorisme, on s'inquiète de plein de choses, le monde est en train de changer, et on passe d'un état civilisé à un retour de nature. On inverse le principe même du western, qui est, on apporte la civilisation dans un état sauvage. Là, c'est l'inverse qui est en train de se passer, c'est la civilisation qui s'écroule pour revenir à l'état sauvage. Donc on utilise le mythe, mais on le retourne pour raconter quelque chose de notre époque. Donc c'est ça qui est très fort avec le western contemporain, ce post-western d'une certaine façon, c'est qu'en fait il réutilise tous ces codes, tous ces mythes, pour être toujours d'actualité, et que ces codes, puisque c'est des codes que nous on connaît tous, qu'on maîtrise, et pour montrer qu'à quel point la société va peut-être à l'envers ou quelque chose comme ça. En tout cas, le western restera toujours contemporain parce qu'il racontera toujours quelque chose de la société. Il parle aussi effectivement d'un désir refoulé de destruction de la civilisation, d'un vrai désir, puisque le post-apocalyptique qui vraiment comme s'est installé dans les années 70, la BD Jérémia en France, c'est un western basiquement. Évidemment les Mad Max qui vont suivre, surtout le 2, plante le western assez clairement. Et encore aujourd'hui avec des films comme The Road, etc. On y revient parce que par la force des choses, le post-apo réimpose un état sauvage et de retour à la primauté de l'individu sur le collectif, on va dire, qui est quelque chose qui a travaillé le genre westernien à fond. Inscrit dans l'identité américaine. Je veux dire, c'est une logique, qu'on leur nourrit depuis toujours. Et de désirer inconsciemment par un public qui n'est pas seulement américain, y compris en Europe, y compris au Japon, où tout le monde est entassé les uns sur les autres. Effectivement, cette idée de défendre son territoire à coups de fusil, à travers le fantasme cinématographique, elle peut s'exprimer, mais elle s'exprime plus dans le post-apo. Je ne sais pas si c'est tellement du désir que de l'inquiétude, en fait. C'est de l'inquiétude de dire est-ce que je il y a le fait de tout le cinéma post-apo et zombiesque de ces 20 dernières années, il porte en lui une forme de fantasme. Et c'est ce fantasme que tout s'écroule. C'est un fantasme punk, en fait. J'aimerais pas que ça se passe, mais au fond, j'aimerais bien. Parce que... c'est une pulsion de mort, un peu, c'est une pulsion de mort, mais aussi avec le côté de se débarrasser de toutes les valeurs fausses de la société qui s'est écroulée, où on revient à l'essentiel qui est, et d'ailleurs les enjeux dans ces films-là sont des enjeux qui ont trait à l'essence de l'individu, quoi, de ce ça revient à la survie, c'est-à-dire que c'est d'un seul coup le seul truc qui pas seulement la survie, c'est aussi être
fondamentalement dans son éthique en fait, parce que dans l'individualisme américain, il y a l'idée de je suis ma propre loi. Oui, mais c'est ça, c'est je tue ou je suis tué. Enfin, il y a quand même Effectivement, ce que j'allais dire sur je suis ma propre loi, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve dans une autre forme récente de résurgence du western, qui du coup sur les dernières années a beaucoup été l'apanage des auteurs au cinéma. Le western est aussi revenu à la télévision. Donc il y a eu Deadwood et là récemment il y a Westworld, qui est une réadaptation de Monde Ouest qui déjà était une manière détournée de faire du western et de fantasmer ce qu'était le western en plus. Fondamentalement, c'est de la SF. Et alors que c'est de la SF et que c'est plus les prémices de Terminator de Jurassic Park. Et de Jurassic Park, c'est aussi un film de. Non, mais effectivement, qu'est-ce qui se passe quand le parc déconne, écrit par Michael Crichton, enfin réalisé par Michael Crichton qui a écrit Jurassic Park, et qui en plus s'empare, carrément prend Yul Brynner dans son costume des 7 mercenaires pour en faire l'incarnation, voilà, de ce cow-boy menaçant. Et en fait, Westworld, dans sa version, série télé récente, incarne ça, c'est-à-dire que ça va moins être pour les personnages humains du film le fantasme de la conquête et du territoire en friche, que effectivement le monde à l'époque de l'Amérique où tout était possible, où chacun faisait sa loi. Et donc en fait, les passagers, les visiteurs du parc fantasment dans le western, finalement, comme le fantasme en jouant à Red Dead Redemption, le fait de pouvoir tout faire en fait, et de n'être soumis à aucune loi. Et ça, cette conception du western, elle découle aussi de la mythologie créée, comme on en a parlé dans la première émission, par les motifs de John Wayne et compagnie. Ceci dit, alors, parce qu'on en a un peu parlé quand on parlait d'Impitoyable, il y a eu cette résurgence en fait du western dans les années 90 qui était moi je trouve pour le très diverse. Ouais, puis un peu problématique parce que d'un seul coup, c'est effectivement tu te rendais compte qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient perdues. Moi je suis pas c'est un bon film hein, Danser avec les loups, mais j'ai cru que tu allais parler de Sam de Raimi, Filles de l'Ouest. Non, le Belle de l'Ouest. Belle de l'Ouest, j'aurais pu. Non mais t'avais pas que ça, hein, t'avais un espèce de buddy movie avec Woody Harrelson et Kiefer Sutherland là. Il y avait Possy. Ouais, Possy qui était un truc sur l'esclavage aussi, mais il y a aussi de Marion Peebles. Mais en fait, moi je suis pas, j'aime bien Danser avec les loups, mais étrangement en fait je préfère Postman et même Open Range. En fait, je trouve que c'était bien deux meilleurs films parce qu'ils sortent un peu de le White Guild dont tu parlais tout à l'heure aussi, mais aussi je les trouve plus osés. Dans la façon de se réapproprier le genre en fait, jusqu'à un point où ça a été critique. Postman, c'est un film qui s'est fait défoncer, parce que personne ne cite aujourd'hui. Parce qu'ils ont tenté de moderniser les codes, mais plus par la mise en scène en fait. Danser avec les loups l'a fait par la thématique, donc effectivement c'était comment vraiment revoir cette histoire sous le regard interne des Indiens, et du coup jusqu'au point où dans le film tu finis par voir la civilisation occidentale comme complètement étrangère dans la deuxième partie, alors que les autres films, donc et notamment Postman, tentaient de moderniser les codes, c'est-à-dire d'utiliser les codes du cinéma d'action de l'époque pour les mettre. Ce qu'ont tenté tous les autres, hein. Young Guns l'avait tenté aussi, Belle de l'Ouest l'a tenté aussi. Et Belle de l'Ouest, ils ont essayé de faire du Rennie Harlin en western. Le problème de ces films-là, justement à cette époque-là, c'est qu'il n'y avait pas vraiment d'unité vis-à-vis de c'était pas en fait, c'était une génération VHS, on va dire entre guillemets, de cinéastes qui faisaient ces westerns-là. Même si je pense que c'était des commandes. Par exemple, Belle de l'Ouest, c'était une commande. C'était comment il s'appelle le réalisateur de Truck Turner non, c'est pas chez Chic, mais c'est le mec qui avait fait Les Accusés avec un mec important. Jonathan Kaplan. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est lui. Et ça, c'est des commandes. Et le problème, en fait, c'est que tu regardes ce film-là, par exemple, Belle de l'Ouest. Le problème, c'est que tu vois des femmes modernes. Dans un western, et ça peut pas marcher en fait quelque part. Et je parlais des codes visuels aussi qui étaient utilisés parce que il y avait un côté très clippé. La tentation de faire du clip dans un western, même quand James Cameron fait son clip, comment ça s'appelle, c'est pas Jump, je sais plus comment ça s'appelle le clip que Cameron a réalisé. Tu t'aperçois que les codes qu'il utilise dans Terminator 2, qui fonctionnent visuellement, en western, ça fait un peu artificiel, quoi. Et même si j'adore, et je précise que je kiffe et je surkiffe Mort ou Vif de Sam Raimi, je pense qu'à quelque part une partie de son énorme échec vient du fait que sa mise en scène
son utilisation des codes était trop voyante, trop explicite. Mais ça, c'est encore un autre truc. C'est-à-dire que moi, j'allais justement le détacher de ces projets-là parce qu'il y a cette comédie qui est sortie il y a 3-4 ans qui s'appelait 8 Million Ways to Die in the West. C'est Albert à l'Ouest en français, qui pouvait pas fonctionner en fait parce que je trouvais que le prémisse de base était intéressant parce que c'est Seth MacFarlane, donc le créateur de Family Guy, et en fait il avait ce prémisse de dire en fait on peut mourir à l'époque de l'Ouest, ce qui est vrai en fait. Tout le monde s'en fout. Ouais, tout le monde s'en fout parce qu'on peut pas s'en rendre compte, et donc en fait ta vie elle tient vraiment qu'à un fil. Mais ça en fait à la fin déjà le problème c'est que c'était vraiment des petites pastilles dans le film, c'était même pas ce qu'il y avait forcément de plus drôle, mais l'autre problème c'est qu'en fait il prenait un espèce de personnage, on va dire entre guillemets à la Woody Allen, c'est-à-dire un espèce de névrosé moderne, et il le mettait en fait dans un contexte de l'Ouest. Et bon, après, c'est le problème, je pense, général de Seth MacFarlane, c'est que c'est un mec qui panache, en fait, il va privilégier, on va dire, la référence à toute forme de récit dans l'absolu, et du coup il se perd complètement là-dedans, et là c'est le cas. Mais justement en fait ces films-là, toutes ces tentatives là, de Cowboy à l'Ouest, le truc dont j'ai parlé avec Kiefer Sutherland, et c'est des films en fait qui te prennent des hommes en fait modernes ou des femmes modernes et qui te les inscrivent en fait dans des westerns qui fonctionnent pas. Le truc, la différence avec Mort ou Vif pour moi, c'est que déjà là tu peux les rapprocher des frères Cohen, comme on l'a souvent fait avec Sam Raimi, c'est qu'il a une approche en fait de la mythologie grecque à travers, dans son récit, et ça c'est un truc qui est quand même aussi, qui a irrigué souvent le western à une certaine époque. Et en fait, si on disait dans les précédentes émissions que Léon poussait les potards à 12, l'idée en fait de Sam Raimi, c'est de pousser les potards à 20, quoi, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, d'un seul coup, il va dire qu'est-ce que je peux faire de plus opératique, de plus visuel, de plus voyant, de plus excessif en fait que ce qu'avait pu faire Sergio Leone. C'est sa proposition à travers son propre cinéma, à travers la façon dont il va digérer en fait les voilà. C'est Chuck Jones, quoi. Oui, mais totalement habité par contre. C'est-à-dire que justement, je pense pas que le film, c'est-à-dire que ce qui m'a toujours gonflé avec Mort ou Vif, c'est qu'on l'a toujours présenté comme une parodie de même du western spaghetti, ce qui à un moment donné, ça veut dire que tu tournes vraiment en rond dans la logique des choses. Et moi, je trouve pas. C'est quand même, j'ai du mal à avoir une parodie où on parle d'un infanticide, d'un parricide. Tu traites tous ces éléments-là en fait qui sont des purs éléments de tragédie grecque, avec des personnages complètement déchirés. Et pour le coup, c'est traité, peut-être visuellement c'est traité de manière totalement excessive, mais le personnage de Sharon Stone est extraordinairement attachant, t'as beaucoup d'empathie pour ce personnage-là, et elle le joue pour le coup de manière très sérieuse. Et c'est pas Frank Drebin dans Les Y a-t-il un flic, tu vois, ça marche, quoi, tu vois, t'as un point d'ancrage pour moi non mais voilà, c'est pas une parodie, quoi, t'as un point d'ancrage pour le spectateur qui est très très fort. Et même dans des personnages secondaires, en fait, tu peux comprendre le personnage de DiCaprio par rapport à son père, l'idée de réemployer 3 ans après, en plus impitoyable, réemployer en fait Gene Hackman de la même manière et lui donner encore plus le rendre encore plus flamboyant dans son aspect tyrannesque, quoi. Enfin, ouais, moi je trouve que c'est un film qui est incroyable, mais c'est un film qui est effectivement totalement incompris parce que pour le coup, c'est un film qui s'inscrit totalement en dehors de ce qui se faisait déjà dans le western à cette époque-là. Et je pense dans le western tout court, de manière générale, parce que j'ai l'impression, à ma connaissance, c'est le plus excessif de tous les westerns que j'ai pu voir, même quand tu le compares à un Sergio Leone, quoi. Donc du coup, oui, effectivement, je pense que tu as une espèce de rupture où tu perds le spectateur, parce que le spectateur peut pas comprendre pourquoi, d'un seul coup, dans l'ombre de comment il s'appelle, d'Hérode, tu vois un trou, en fait, et le soleil qui passe à travers, et ils peuvent pas prendre ça peut-être sérieusement, mais en même temps, je pense que si t'es habité par le film, si t'es vraiment en fait pris par ce que traversent les personnages, en fait, c'est juste une expression, comme toujours chez Sam Raimi d'ailleurs, de ce que les personnages ressentent et retraversent. C'est-à-dire que le trou que voit, c'est lui qui le voit. Toi, le spectateur, on te met à travers ce truc, mais lui, il voit ça, il se dit merde, j'ai un trou. Mais c'est visualisé de manière complètement, effectivement, baroque, quoi. En tout cas, ça contribuer à réenterrer le genre, parce que c'était un gros projet qui était très attendu, avec la star du moment, etc. Donc, et puis un casting sévère, quoi. Et ça a vraiment reflingué le genre qui est flingué régulièrement, enfin, parce que on passe notre temps à dire que c'est mort, et effectivement les énormes succès sont considérés toujours comme des anomalies, oui. Que ce soit dans le cinéma ou même encore une fois dans le jeu vidéo, parce que je me souviens que la sortie de Red Dead Redemption, le premier, celui de Rockstar, pas Red Dead Revolver, mais vraiment Red Dead Redemption, 2 semaines avant, on pouvait encore lire dans la presse
ils vont dans le mur, quoi. Ouais, catastrophe. Faire un western, c'est c'est vidéoludique, c'était un autre problème, c'est-à-dire que comme c'était conçu comme un monde ouvert et que à l'époque les mondes ouverts c'était GTA et que en fait l'idée même d'un monde ouvert et de la façon dont ça a évolué dans le genre en soi, c'est que tu rajoutes des systèmes, et tu rajoutes en fait la possibilité de prendre un avion, la possibilité de prendre un bateau, et là en fait t'as juste ton canasson et tes mais la conviction, pattes, en fait je pense que les gens se disaient ça va pas marcher, les gens tous les grades papier du jeu vidéo à l'époque, c'était que le public n'avait pas envie de jouer dans cet univers, tout simplement, quoi. Et bon, les 500 000 unités vendues le premier jour les ont peut-être un petit peu calmés. Et je pense que bon, je le cite aussi parce que ça a été en tout cas pour moi une énorme surprise, pas seulement en termes de gameplay tout ça, mais aussi dans la façon avec laquelle toutes les époques du western dont on a pu parler sur ces 3 émissions se retrouvent de façon harmonieuse. Et je sais même pas encore aujourd'hui comment ils ont fait pour équilibrer tout ça. Ouais. En fait, je pense que moi ma théorie c'est qu'ils sont partis de. En fait, c'est un historique du western, c'est-à-dire qu'en gros de la façon dont l'histoire se déroule dans le récit. Bah, tu pars en fait des prémices jusqu'à l'aspect dont on a parlé, crépusculaire à la impitoyable, qui est vraiment dans la dernière partie du film, parce que dans la dernière partie du jeu, du récit. Lapsus intéressant. Pardon. Oui, mais étrangement, je trouve pas que ça soit du cinéma en fait. Oui, c'est ça qui est très très important en fait. Je trouve dans Red Dead et surtout encore plus dans Red Dead 2, c'est que en fait on est dans une espèce de configuration où tu vis cette époque-là, tu la vis vraiment dans un quotidien. Et c'est ce que le jeu arrive à te retranscrire ici. Tu as une conscience de l'écoulement du temps qui est assez Voilà, rare, c'est ça. Et qu'est-ce que je disais, je sais plus, dans une émission, que c'était important, en fait, dans cette époque-là, en fait, de prendre ça en compte, quoi. Qui, pour rester sur le cinéma, fonctionne aussi par rapport à tous les souvenirs que tu as des différents c'est référentiel, hein, quoi qu'il arrive, bien ça, sûr. c'est sûr. Mais la façon de rendre harmonieux, c'est pas de l'hommage, c'est pas de la parodie. On voit toutes ces époques cohabiter. Tu peux passer d'un film de Peckinpah à littéralement à du Michael Curtis des années 30, quoi, et ça cohabite correctement. Et ça, aucun film n'a vraiment réussi cette cohabitation, même si peut-être Costner, effectivement, avec un film comme Open Range, peut se rapprocher de. Oui, parce que t'as à la fois ce que j'aime moi beaucoup dans Open Range, en tout cas, c'est à la fois le côté hyper bucolique, hyper romanesque, hyper romantique, en fait, de sa relation, par exemple, avec qui hyper platonique avec c'est Annette Bening, je crois, si je dis pas de bêtises. Il faut absolument voir le making of quand Costner commence à parler, à raconter à Annette Bening certaines séquences et qui finit par se laisser prendre au jeu et il se met à jouer en fait devant elle et elle est super gênée, en fait elle est assise, lui est au sol devant sa maquette, alors tu comprends, ton personnage est là, donc moi je vais arriver à ce moment-là et là il y a le mec qui arrive et tu vois vraiment sur la gueule d'Annette Bening genre bon je crois que je vais te laisser. Je vais y aller moi. Et voilà, c'est cette notion où en fait tu le vois prendre le thé pendant 10 minutes de film, tu vois, et à côté de ça t'as cette espèce de même dans le récit même créer la mythologie en fait de certains personnages et en fait les couper court. Moi ce moment que j'adore dans le film, c'est quand les mecs te vendent un tueur à gages complètement sanguinaire, etc., et que Costner, je spoil, hein, mais Costner le désigne du doigt, il dit c'est toi le mec, ok, bam, il lui tire une balle dans la tête parce qu'il faut régler le problème, quoi. C'est-à-dire que voilà, et ça c'est du pur western, frontal en fait, et à côté de ça c'est un grand écart qui est assez formidable, mais pareil, un film un peu oublié, quoi, ce qui est dommage. Oui, Perrine, tu voulais intervenir. Oui, non, je pensais aussi que, c'est plus une idée, je suis même pas sûre. Les westerns récents, c'est-à-dire que donc le western avait cette tradition, on les a déjà bien, on en a bien parlé, étayé le sujet, mais c'est vrai qu'à un moment donné, il s'est posé des questions sur ses propres contradictions, sur le lien avec les Indiens, le rapport avec les femmes aussi. Il y a eu des choses qui ont changé, et je pense que aussi le western contemporain, les films récents, je pense à des films comme True Grit, je pense à des films comme même le dernier, le remake des 7 mercenaires. En fait, ils mettent des thématiques qui sont terriblement contemporaines dedans. Dans les 7 mercenaires, on va parler de diversité, on va parler de choses comme ça, qui sont pas des sujets de western à la base plus que ça. Ou dans True Grit, on va parler d'un truc avec les femmes. Je suis pas sûr, hein, parce que la question de la diversité, elle était déjà dans les sans-fusils et des westerns de la fin des années 60, où on avait carrément des blanches qui couchaient avec des blacks dans des westerns. Mais là, c'est les 7 personnages qui sont de cette de cohabitation et tout ça. Oui, il y a
c'est cette idée Moi, j'ai d'égalité. Mais moi, je trouve ça bien, mais je veux dire, c'est pas la question. C'est que d'un seul coup, on amène des thématiques qui sont très contemporaines, c'est-à-dire des sujets de société dont on parle énormément maintenant, la situation des femmes, les violences faites aux femmes, je pense à Brimstone quand je dis ça, la violence faite aux femmes, je pense à Comancheria sur les liens avec la société capitaliste, l'argent, etc. C'est le problème de Comancheria, sur 2 personnages qui sont obligés d'aller jusqu'à la mort pour finalement continuer à exister à cause de dettes financiires. Donc il y a un western dans un environnement contemporain. Dans un environnement contemporain, mais on a quand même tous les codes. Tous les codes du western sont dedans. Voilà, on amène des choses qui sont ultra contemporaines à un sujet, enfin, encore une fois, quelque chose qui est très déterminé d'une certaine façon, avec des codes qu'on attend, etc. Donc je me demande si parfois ce mélange-là, de vouloir, mais qui encore une fois est logique, parce que c'est le pays qui réfléchit sur son propre statut, là où il en est, là au XXIe siècle, il peut plus avoir les mêmes réflexions qu'au début du XXe, ça n'a pas de sens. Mais est-ce que finalement il y a parfois un blocage, ou est-ce que c'est une manière d'amener les choses? C'est une question que je me pose. Une manière d'amener les choses. Ils peuvent plus avoir la même réflexion, mais ils l'ont quand même par moment. C'est ça aussi, je pense, la dichotomie du truc, quoi. C'est-à-dire, encore une fois, ils ont pas réglé des notions en fait qui sont dans la Constitution depuis 150 ans, quoi. Et puis j'ai l'impression aussi que il y a une différence entre les westerns qui ont abordé des sujets qui étaient latents et ceux qui abordent des sujets qui sont explicites, au sens où c'est que la question des femmes et des minorités, etc., elle a été traitée dans les westerns depuis longtemps, mais c'était toujours dans la société. C'était pas frontal, c'était jamais frontal. Dans les films, c'était frontal, mais parce que dans la société de l'époque, c'était latent. C'est-à-dire personne n'osait vraiment se lâcher, et le film arrivait et boum, te mettait le truc sur la gueule. Alors qu'aujourd'hui, dans les exemples que tu as cités, par rapport à ces questions de société, j'ai l'impression qu'il y a un temps de retard. C'est-à-dire, oui, on a l'impression que c'est un petit peu. C'est un peu. Ah oui, au fait, on parle de ça sur Twitter, donc faisons la version western. Mais alors que. Avec plus ou moins de réussite, parce que je pense qu'un film comme Comancheria est vraiment très très bien. Voilà. Alors que True Grit, lui, se pose la question de, et pas seulement True Grit, mais il y a encore un autre film proto-western, No Country for Old Men, se pose ces mêmes questions-là, mais de façon plus profonde, c'est-à-dire plus mythologique, en fait. C'est vraiment infusé dans le cœur d'un récit qui tient par lui-même. C'est-à-dire que quand tu peux regarder True Grit en passant complètement à côté de toutes les indications sociétales pour vraiment rentrer dans la structure archétypale qui est mise en jeu. Et en plus, il se trouve que au niveau de la réinvention des codes, je le trouve formidable, et justement le pendant du Sam Raimi, parce que c'est des procédés de mise en scène ultra modernes, mais qui apparaissent immédiatement comme classiques quand tu les découvres en salle. David. Moi, ça m'évoque 2 choses. C'est d'une part la réappropriation par le cinéma d'auteur du western que j'évoquais tout à l'heure. Je pense à donner lieu à quelques films en fait qui ont les atours du western, qui reprennent le décor et un certain nombre de motifs, sans en fait réemployer les codes du genre. Donc en fait ça ressemble à un western, mais à mon sens ça ne s'inscrit pas réellement dans le code du western, dans le genre du western, et c'est souvent des films qui permettent en fait de déguiser ou d'enrichir peut-être artificiellement des préoccupations autoristes. Moi je pense à deux films en particulier que moi j'aime pas beaucoup, que ce soit Deadman de Jim Jarmusch ou La dernière piste de Kelly Reichardt. Je crois que c'était l'assassinat de Jesse James. Et l'assassinat de Jesse James aussi, que je mets là-dedans, c'est-à-dire que c'est exactement en fait une réutilisation du folklore du western pour traiter des thématiques qui sont un peu greffés, quoi. Et l'autre cas, qui est encore un cas à mon avis un peu différent, sont les westerns de Tarantino, ça, pour moi ça se rapproche un peu de ce que tu évoquais, Perrine, c'est-à-dire que j'ai l'impression et comme il l'a fait avec le film de guerre avec Inglourious Basterds, c'est-à-dire qu'il entre dans le genre en cherchant des formes de transgression qui ne crée pas une anachronie réelle avec le genre et avec la manière dont les éléments ont été codifiés à l'époque, mais plutôt vont permettre en fait de créer une sorte de proto-film fantasmé qui n'aurait pas pu exister à l'époque. Et pour moi, Django Unchained, c'est ça.
c'est une réflexion de Tarantino sur l'évolution de l'acteur noir dans l'histoire du cinéma américain et sur la manière dont littéralement le personnage de Django va réussir à s'émanciper finalement de son camarade blanc joué par Christophe Waltz, qui pendant toute la première partie du film va être la personne qui va en fait l'éduquer, lui donner les codes qui vont lui permettre de se libérer. Et dans la deuxième partie du film, après avoir été une première fois libéré de ses chaînes, Django a besoin d'une deuxième émancipation qui est une deuxième libération. Et celle-là, il a besoin de la faire lui-même. Et pour moi, ça raconte une partie de l'histoire du cinéma américain et du rôle intéressant qu'ils ont eu ce problème-là sur le plateau, en fait, avec Jamie Foxx. C'est-à-dire qu'en gros, Tarantino a dû lui expliquer qu'il ne pouvait pas jouer le personnage de manière dominante à une certaine partie en fait du film, justement parce que sinon en fait ça pouvait pas faire fonctionner justement le moment où il allait vraiment se libérer être vraiment flamboyant et qui culmine dans le plan final du film qui est vraiment grandiose, où on voit le personnage de Django abouti qui frime derrière le manoir en flammes et qui en fait a réussi en fait à se libérer de l'oppression totalement. Mais il y a un truc qui est super intéressant avec Tarantino, et pas seulement dans sa façon d'aborder le western, mais sa façon d'aborder le récit de manière générale, c'est qu'en fait il va écrire en fait de manière très littéraire, c'est-à-dire que en gros, le western c'est déjà en plein dans Kill Bill, volume 2, je veux dire, c'est juste un hommage permanent à Sergio Leone et à tous les westerns spaghetti, mais le fait est que c'est quelqu'un qui est absolument capable de passer d'un genre à l'autre et de construire d'un genre à l'autre, en fait, en rajoutant un élément qui, pour nous, en fait, peut nous paraître totalement anecdotique, mais qui est en fait très important dans la mise en scène. C'est-à-dire que ouvrir une porte et en fait d'un seul coup tu t'es propulsé dans un autre genre en fait. Alors le truc avec je trouve Django et Hateful Eight, c'est que c'est des films qui sont beaucoup plus unis. Par le fait que justement il se passe à une époque spécifique et non pas faire totalement n'importe quoi. Voilà, des récits modernes quoi. Mais le truc c'est que il y a quand même par exemple dans Hateful Eight il y a ce moment où il raconte, et c'est littéralement un court-métrage, une digression en fait de Samuel Jackson qui raconte comment il a rencontré le type. Il y a toute cette scène, si vous n'avez pas vu le film, voilà, je vous laisse découvrir le truc quoi. Et c'est une digression, c'est-à-dire que elle est extrêmement importante dans ce que raconte le film. Et en même temps, en fait, tu peux totalement la lire à part et la voir. Et ça, j'ai l'impression que c'est plus en fait vraiment une construction. Ça existe dans le cinéma évidemment, mais c'est une construction littéraire. Et du coup, extrêmement chargé. Les scénarios se lisent comme des romans. Mais extrêmement chargé en termes d'histoire. C'est-à-dire qu'en fait, il va se baser pour faire fonctionner tout ça et traiter ces thématiques-là, notamment dans Django Unchained, il va se baser sur des choses qui existent vraiment, qu'il a lues dans les bouquins d'histoire, qu'il va réintégrer dans le récit en expliquant au spectateur que ça existait en fait. C'est-à-dire, il en est à ce point en fait pour faire fonctionner son truc. Et moi, je suis hyper surpris par le succès de Django Unchained, qui est quand même hyper hardcore, et c'était plus trop c'est pas trop le temps de notre époque quoi. Mais je pense que ça participe aussi de la façon dont Tarantino a toujours fonctionné, qui est de prendre la main du spectateur et voire même du critique en fait, puisque c'est pour lui son premier passeur vers les spectateurs, et leur dire regardez en fait je vais vous expliquer mon film, tout est là. Et d'un seul coup, en fait, les critiques se disent non, en fait, on est super intelligent, on a compris le film, tu vois, que Tarantino a voulu faire. Et je pense que c'est son côté hyper postmoderne et malin qui arrive. Et finalement, le truc qui est assez hallucinant avec Django, c'est qu'on lui a reproché d'utiliser le mot nègre. En fait dans le film, alors que c'était ça en fait finalement la problématique avant même que le film sorte. Et quand le film est sorti, ça a été non seulement un carton, mais en plus un film qui est aujourd'hui assez populaire en fait quand tu réfléchis, comment dire, et pas vu comme un film à problème quoi. Ouais, c'est ça qui est assez étonnant quoi. Et pour compléter pour conclure sur les 8 salopards, c'est ce que tu disais sur effectivement le passage d'un genre à l'autre, c'est que mine de rien, et on en avait parlé dans l'émission sur Carpenter, à travers ce film qui fait écho, comme on le disait dans la deuxième émission sur les westerns, au western enneigé comme Le
Grand Silence, il embrasse aussi un film comme The Thing de Carpenter et boucle la boucle avec Carpenter qui se nourrit du western pour parler de science-fiction, etc. Et Morricone qui signe une partie de la BO. non, c'est vrai, on en a un petit peu parlé. Du film dont Stéphane voulait absolument parler, qui était Brokeback Mountain. Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé. Qui est un très beau film en plus. C'est-à-dire que c'est un film qui utilise les codes. Alors, je suis très rapide, excuse-moi Quentin, parce que je le vois qui est sur les starting blocks. Non mais continue, fais tourner le tapis. En fait, ce que je trouve formidable en fait avec Brokeback Mountain, c'est que c'est un pendant. Alors, on peut dire gay si on veut, voilà. Mais moi, je vois même plus ça comme une histoire d'amour gay, même si c'en est une, on va proprement parler. Mais un pendant sur la route de Madison. Oui, non, mais c'en est une, bien sûr. Mais bien sûr, c'est une histoire d'amour. Point. Voilà, c'est ça qui est. Et ce qui était problématique, je trouve, à l'époque, c'est qu'il y avait cette idée de, on va te vendre le film sur le fait que c'est un western, et en fait, on détourne les cowboys qui sont donc censés être une icône masculine très prononcée pour montrer que voilà. En fait, et après, ils ont voulu faire tout ça. Et ça, c'est dommage parce que je trouve que c'est pour le coup, ça fait partie des fonctionnements sociétaux de l'époque. Qui pour moi en fait aurait pu desservir le film parce que le film est magnifique et ne se pose pas la question sous cet angle-là, et en plus en fait véritablement c'est traité comme un vrai western, c'est-à-dire traité comme avec tout l'aspect bucolique, romanesque en fait que tu peux avoir dans ce genre de récit, l'aspect tragique et déchirant propre au western, et que tu comprends instantanément que tu sois, juste si t'as aimé quelqu'un dans ta vie une fois, tout simplement. Et mine de rien, c'est une autre démonstration de la capacité du western finalement à traiter absolument tous les sujets, y compris dans la logique des choses, de dire attends, c'est une image masculine, le cowboy, donc attention, tu vois, et le détourner, et ça marche sans problème, et ne jamais en fait se poser la question quand tu regardes le film, contrairement à la promo de l'époque, quoi. Voilà. Magnifique, quelle belle conclusion pour cette saga en 3 actes autour du western. Merci à tous les 4, merci à Quentin à la technique, merci à l'antenne Paris pour l'accueil. Rendez-vous sur binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio, pour retrouver toutes nos émissions, et puis on vous dit à très vite. Tu vois, le monde se divise en 2 catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Binge.